Les enfants du serpent est sorti il y a quelques jours. C'est un livre exceptionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas ça parce que Clarence est une amie, je ne dis pas ça parce que Clarence est dans la même maison d'édition que moi, on va mettre ça de côté aujourd'hui, c'est juste un livre exceptionnel. Et voilà, je vous le dis droit dans les yeux et de la caméra, mais vraiment, quel excellent livre. Je l'ai dit, je le répète, Merci. probablement un des meilleurs que j'ai lu cette année, probablement un des meilleurs que j'ai lu tout court. Et ça, vu que je lis quand même beaucoup, c'est... Merci. on en fait ce qu'on veut. Et c'est subjectif, je tiens à le dire, mais je vois... bonne nouvelle, eh ben, j'ai pas l'impression d'être le seul à penser ce que je viens de dire. Sur les réseaux sociaux depuis une semaine, il y a des choses incroyables. C'est ma première question, Clarence, mais comment tu te sens? Parce que quand on sort un livre, on est plein de doutes, et depuis une semaine, il se passe des choses incroyables. Comment tu te sens? Je me sens très heureuse, très fatiguée aussi, parce que ça a vraiment été un démarrage sur des chapeaux de roue. Je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Euh, et je me sens en même temps aussi un petit peu soulagée parce que c'est une sortie que j'appréhendais très fort, parce que j'avais rien sorti depuis 2 ans déjà, que je tournais avec les 3 mêmes livres partout depuis 2 ans. Et en plus, le thème du bouquin est un thème assez, même pas assez, il est très, très sensible, et je savais pas du tout comment ce livre allait être reçu. Je m'inquiétais aussi beaucoup par rapport à la commercialisation, la publicité autour de ce livre, parce que de nouveau, le thème est très, très sensible, et à la limite, j'étais presque embêtée de devoir en faire la publicité d'un livre qui traite d'un thème pareil. Limite, je trouvais ça un petit peu indécent. Et pour vous dire honnêtement, j'en ai eu des angoisses nocturnes, en fait, de me dire, mais je vais devoir communiquer sur ce thème, je vais devoir finalement commercialiser un livre avec un thème pareil, et ça m'angoissait. Mm. Et tu es rassuré. Je suis rassurée, oui. Et je vois plein de très très belles choses. Je vois qu'il y a des gens qui suivent les réseaux sociaux, zut, zut. Je note ça pour après. Un prix club mérité, puisque bah oui, le petit dernier Oui. prix club, c'était il n'y a pas si longtemps, un prix club pour Meurs mon ange. Et puis bah tu continues. Je t'ai dit il y a très très longtemps que je te prédisais le meilleur, et ça se concrétise un peu plus à chaque fois, et ça me fait évidemment plaisir. Au passage, je remercie Oli Boîte qui m'a aidé à préparer les questions de cette interview, parce que bah, quand on aime, on ne compte pas, on s'y est mis à plusieurs. Avant de faire Voilà. connaissance avec les enfants du serpent, je te propose qu'on fasse connaissance avec toi, mais j'ai changé parce que t'es déjà venu. Et je t'ai fait une surprise. On va te soumettre le portrait sino-belgo-africain que tout le monde ne nous envie pas encore, mais bientôt. Oui, vous n'êtes pas prêts. Non. Si tu étais une coutume africaine, puisque tu aimes évidemment... Mon Dieu, si j'étais une coutume africaine. Oui. Oh, la question. Alors moi, j'aimerais beaucoup, j'aurais beaucoup aimé, enfin, j'aimerais beaucoup être initiée au vaudou, donc je me vois bien égorger un poulet. Carrément, ouais. Ah non, et en plus, j'aime trop les animaux, j'y arriverais même pas, en fait. Non, laisse tomber. Non. Mais oui, une Vaudou coutume, ça sans serait faire plutôt de mal aux être animaux. une religion. J'aimerais bien être initiée au vaudou. Si tu étais un lieu d'Afrique. Si j'étais un lieu d'Afrique, alors j'ai voyagé en Tanzanie cette année, et je crois que je retournerais dans la savane au milieu des animaux. Un poulet en plastique, est-ce que ça passe? Peut-être, nous dit. Ah oui, je veux bien couper la tête d'un poulet en plastique, oui. Ça fait tout comme... Ou alors je vais faire une poupée vaudou, les petits clous, les aiguilles, etc. Oui, ça je veux bien aussi. C'est mieux. Si tu étais un plat africain. Si j'étais un plat africain, ouh là 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 là, mais c'est quoi ces questions, Fred? Eh oui. Ah. Si je te dis que c'est pas ma faute, mais j'assume. Punaise. Complètement. Si j'étais un plat africain, ça c'est vraiment un piège. Eh bien, en Tanzanie, on a passé 2 semaines à manger de la soupe au potiron. C'est d'actualité, c'est Halloween. Alors, je sais que ça fait pas très africain, mais tous les lodges nous ont offert une soupe au potiron. C'est pas africain, mais tant pis.
Mais tant pis. Ça passait très bien, oui. Si tu étais un proverbe ou une expression africaine. Ah, on ne pile pas le mille avec une banane. C'est écrit là dans les cadres d'ailleurs. Oui, on ne Tu pile peux pas le mille. traduire J'adore cette expression. pour les On gens ne qui nous pile pas le écoutent. mille avec une banane. Parfois, c'est même pas la peine d'essayer. On n'a pas l'engin, on n'a pas l'outil. Enfin, en plus, ça peut vraiment s'appliquer à tout. On ne pile pas le mille avec une banane. On n'a juste pas les moyens, quoi. Si Tu peux vraiment, Fred, l'appliquer à tout. À tout, complètement. Si tu étais une musique ou un musicien africain. Ah, c'est aussi un gros... Oh, Tracy Chapman, allez. Et un mot africain. Mais je parle pas du tout africain. Alors, Un mot africain. Ah, si, alors oui, Hakuna Matata. Allez, Hakuna Matata. Sans aucun souci. Sans aucun souci. Et là, tu vas être plus à l'aise. Un mot bruxellois. Ah, un mot bruxellois. Là, je vais dire Verdom, comme Carole. Verdom, c'est bien. Qui veut dire, pour les gens qui nous écoutent depuis la France... Qui veut dire nom de Dieu, voilà. Nom de Dieu en... Oui. Si tu étais une musique ou un musicien bruxellois. Mon Dieu. Une musique ou un musicien bruxellois. Alors, il est décédé l'année passée, je dirais Arnaud. Il y a Kiko qui nous dit le grand Jojo. Oui. Ah, c'est deux pas salles, tout deux à fait ambiances. le même style. Ou Brel aussi. Ouais, je pense que je préfère encore Brel qu'Arnaud. Ah, vous aimez bien Bruxelles. Je vous sens plus chaud sur Bruxelles que sur l'Afrique. Vous êtes déchaîné. Un proverbe ou une expression bruxelloise. Un proverbe, j'aime beaucoup. Il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Moi aussi, je l'aime beaucoup, celle. Très bon choix. Si tu as été un plat belge ou bruxellois. La soupe au potiron. Non. Si j'étais un plat belge ou bruxellois, je pense que je serais les chicons au gratin, oui. Allez. J'en ai acheté ce soir, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Stoum, Peke et des raouettes, nous dit Kiko. Et salut juste Sabine, bienvenue. Un lieu à Bruxelles, toi qui connais très bien et qui fait parfois des visites guidées avec plein de visiteurs de l'Iris Noir. Mais là, tu seras trop occupé à dédicacer. Les arcades, oui, les arcades du cinquantenaire. Parce que j'ai grandi à côté et que ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence, de tout, voilà, de mon ADN. J'ai grandi à côté des arcades dans le quartier européen. Et alors si ça existe, une coutume bruxelloise? Est-ce que ça existe, une coutume bruxelloise? Probablement. Oui, alors il y a des coutumes bruxelloises, je serai le baptême étudiant, sans conteste. Ouais. Déconnade, liberté d'expression, n'importe quoi, enfin bref. Ça me va très bien. Alors, c'est la question de Oli, il aime bien ça. Pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Pour les gens qui n'ont pas le plaisir encore de te connaître. Je crois qu'on l'aura compris, je viens de Bruxelles, je suis belge. J'écris maintenant depuis quelques années, j'écris des polars, des thrillers qui ont toujours un fond culturel. Il y en a un qui se passe à Bruxelles qui s'appelle Ineffaçable, les autres sont plutôt des ethno-thrillers et ils vont mettre en avant chaque fois un peuple, une culture, un lieu bien spécifique ici sur cette terre. Et donc j'invite toujours mes lecteurs à voyager grâce à mes romans. Sinon, que dire d'autre? J'ai 4 enfants, un labrador, je suis prof d'histoire de l'art, d'anthropologie aussi, toujours à Bruxelles. Il y a grosse réclamation sur les chicons, mais je pense que c'est juste chicon qui est très très belge, parce que vous, je pense en France, vous dites endive, si je ne me trompe pas. Oui, en France on appelle ça une endive, mais le chicon a été cultivé pour la première fois à Bruxelles dans la commune d'Evere. C'est d'ailleurs le symbole de la commune d'Evere. C'est un légume bruxellois, pour la petite histoire. Voilà, et ça, c'est un triangle au Trivial Poursuite, sachez-le. Ouais. Ou pas.
Je te propose, après tout ça, qu'on passe à la raison principale qui t'amène ici ce soir, le livre Les Enfants du Serpent. C'est chez IFS Phénix Noir. Commençons par une question excessivement originale qui pourrait te faire tomber de ta chaise si tu étais sur une chaise. Et personne n'y a jamais pensé. Non, t'as peur, hein? Est-ce que tu peux nous pitcher ce livre? De quoi parle cet excellent roman? Alors, c'est un roman qui se passe à 2 endroits et à 2 époques. D'abord en 2012, on va suivre, les mésaventures de Gloria et sa fille Fiona qui a 9 ans, au moment des fêtes. Leur village, au Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est attaqué par une, milice et ce sont les seules survivantes, de ce, massacre. Elles vont devoir se reconstruire, elles vont devoir se sauver, se reconstruire. Fiona est dans un état catastrophique. Cette reconstruction va devoir se faire au niveau physique, mais aussi psychologique. 5 ans plus tard, en 2017, ici à Bruxelles, il y a un homme d'origine africaine qui est laissé pour mort dans le quartier congolais de Matongé. Et il porte la signature de la milice qui a attaqué le village de Gloria et Fiona 5 ans auparavant. Et cette signature, c'est l'arrachage des yeux des hommes, en fait, des maris. Donc on retrouve un homme énucléé dans les rues de Bruxelles. Et l'inspecteur Karel Jacobs, qui est mon inspecteur récurrent, va faire le lien entre les deux affaires parce qu'il était en RDC, au Congo, en 2012, au moment de l'attaque de Boumia, donc de l'attaque du village de Gloria et Fiona. Donc lui, il reconnaît la signature, mais son coéquipier est persuadé, lui, que c'est une guerre des gangs bruxelloise. Mais lui, il va aller au bout de son idée parce que, en plus, un des miliciens qui a attaqué le village doit bientôt être jugé à Bruxelles. Et déjà, beaucoup de commentaires. Un roman à double temporalité, c'est bon, j'achète, nous dit Anita. Je visionne déjà tellement les lieux, nous dit Just Sabine. Et puis, Gérald Lampoche revit ma lecture en t'écoutant Clarence Qu'est l'histoire. Et ce premier chapitre, sans transition. Merci beaucoup pour cette transition. Au passage, salut Magali Collet qui est parmi nous. Ça fait plaisir de te voir par ici. Coucou tout le monde, Gérald Magali. Salut. Un premier chapitre, tu attaques très très fort. Et au-delà du premier chapitre, les premiers chapitres, tu attaques très très fort dans ce livre. Est-ce que tu avais peur de heurter les lecteurs avec un début où, en général, on prend parfois, ou alors on met une claque, ou on prend un peu le temps que les gens s'installent. Là, ça part très très fort. Très très fort. Est-ce que c'était une crainte de ta part d'aller peut-être trop loin? Comment as-tu géré cette pression des premiers chapitres? Oui, il y avait une grosse crainte d'aller plus loin parce que je m'étais documentée sur le sujet. Et c'est un sujet, comme je disais, qui est très sensible, qui est très grave, qui est très lourd, qui est difficile à exprimer ou réexprimer. Et comme je n'arrivais pas à démarrer ce premier chapitre, parce que je voulais pas décrire les choses crûment. C'est quand même des choses qui arrivent à une femme, à une petite fille aussi de 9 ans. Je voulais pas rentrer dans le voyeurisme. Enfin, ça me faisait d'abord trop mal de l'écrire, et puis je veux pas non plus tomber dans le gore ou dans le voyeurisme, surtout sur des sujets pareils. Et je me suis donné du courage. Je me suis dit, bon, je vais utiliser une comptine. Je me suis mise à chercher des comptines africaines, etc. Il y en avait une qui parlait d'une rivière. Ça allait très bien avec la suite du récit, avec le travail à la mine de coltan, etc. Je l'ai choisie et puis j'ai imaginé Fiona se servir elle aussi de cette comptine pour rassurer en fait sa maman. Et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire ce premier chapitre. Mais moi, je pensais qu'en faisant ça, j'allais édulcorer les choses. Mais en fait, tous les lecteurs me disent que finalement, c'est encore pire et que ce chapitre est encore plus marquant. Et c'est là qu'on voit que l'imagination, en fait, des lecteurs qui entrent en piste, tu laisses la place aussi à l'imagination et... Complètement. Oui, je décris jamais exactement en fait, ou très très peu, en tout cas en ce qui concerne Fiona, je décris très très peu ce qui lui arrive au moment même. On le devine par cette comptine, on le devine par ses mots, parce qu'elle dit à sa maman, mais je vais
je vais pas le décrire. Moi, c'est pas possible pour moi. Pas, non. Et c'est, je le disais, un livre qui met des uppercuts, hein. On parlait de boxe juste avant avec Éric Dupuis, mais tu ne souhaitais pas écrire un livre gore. Ça apparaît Non. assez clairement. Ta volonté, c'était plutôt de bousculer l'humanité des lecteurs. Oui, je travaille beaucoup dans ce livre plutôt sur l'émotion. Je reste du côté de la suggestion, de l'émotionnel, même si de temps en temps, évidemment, il y a une scène que je décris un peu plus, c'est normal, mais j'essaye quand même de ne pas tomber dans le gore et de rester au maximum, hein, vraiment au maximum dans la retenue. Et parfois, je trouve que et pas parfois, c'est toujours le cas pour moi, la suggestion, en fait, elle est souvent pire que la démonstration. Et c'est ça que j'ai essayé de travailler au maximum. Mais j'essaye quasiment toujours de le faire dans mes livres. Pas toujours, hein, parfois il y a besoin d'une description plus poussée. Hein. Mais en tout cas, ici, j'ai essayé de le faire. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, hein, vous me direz. Et Gérald qui dit non, Clarence a su doser à la perfection le sombre et la lumière dans la même histoire. Beaucoup de commentaires où le dosage, le rythme aussi a beaucoup d'importance. On va y revenir, mais tu mets à nouveau en scène Karel Jacobs, enquêteur bruxellois charismatique. Est-ce que tu peux nous le présenter? Parce qu'il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas encore eu le plaisir de croiser ce personnage. Est-ce que tu peux nous le présenter? Alors, Karel Jacobs, c'est lui qui dit toujours Verdum, son petit tic de langage. C'est un flic bruxellois. Enfin, en fait, il habite la banlieue bruxelloise en Flandre. Il est flamand d'origine, il parle parfaitement français, il travaille à la fédérale. Karel, alors je ne crois pas que je précise son âge à un moment, mais on devine qu'il doit avoir plus ou moins, voilà, là, il a la bonne quarantaine. Il y a une fille qui s'appelle Zita. Il s'en occupe pratiquement seul parce qu'il vient de se séparer. Et la maman, elle refait sa vie avec quelqu'un et donc bref, elle se soucie un peu moins de sa fille. Et Carole a beaucoup de mal à jongler entre son boulot de flic et son rôle d'une grande adolescente. Carole a souvent mauvais caractère. C'est quelqu'un avec un grand cœur mais qui est très bougon, donc qui râle et rouspète très vite. Et puis, Carole, on le découvre dans Ineffaçable. Ineffaçable, il y a encore un côté un petit peu humoristique. Carole se fâche beaucoup, etc. Dans Meurs mon ange, Carole, il prend cher et puis il commence à plus trop, à même plus rigoler du tout. Il devient un petit peu plus, on va dire, fragile. Et puis dans Les Enfants du Serpent, là, je pense on va découvrir un Carole extrêmement humain, beaucoup moins froid. Il pouvait paraître un petit peu froid et distant encore dans Ineffaçable, mais dans Les Enfants du Serpent, on trouve un Carole qui est évolué, qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus humain. Et le Belge Kili qui nous dit « Je suis très content de retrouver Karel, il va devenir un de ces personnages belges mythiques que l'on aime retrouver. » Il te rassure, ce personnage, au moment d'affronter l'horreur, parce que on a besoin d'avoir un pilier quand on va sur des sujets comme c'est le cas dans ce livre. C'est le gars qu'on veut dans son équipe, si je résume un peu. Je sais pas si c'est le gars. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon équipe. Après, peut-être qu'il peut heurter parce que, comme je disais, il a ce côté un petit peu parfois râleur, colérique. Je pense qu'il forme un très bon duo avec Fred, parce qu'il y a un autre inspecteur, son coéquipier qui s'appelle Fred Bolland, qui est plus jeune. Et donc, il va se trouver, lui, entre la génération de Carole et la génération de sa fille. Donc, souvent, il fait un peu le lien aussi entre les deux. Il sert un petit peu de grand frère à la fille de Carole. Et lui, contrairement à Carole, il est toujours de bonne humeur, il a toujours un mot pour rire. Donc même dans les situations les plus abominables et les plus catastrophiques, Fred va réussir à sortir une blague bien potache qui va très très fort énerver Carole, mais qui permet par contre au lecteur de souffler un petit peu face à la gravité de tout ce qui se passe dans leur enquête, quoi. Pourtant, entre son enquête et sa vie privée, on va dire que tu lui simplifies pas la vie à notre ami Carole. Pro et privé, il faut un tout pour rendre un personnage
un personnage crédible et plus humain, tu disais dans cette histoire-ci. C'était important d'aller chercher un peu côté privé, côté pro, et de mélanger un peu tout ça. Oui, oui, et il est touché d'un point de vue personnel dès Ineffaçable, hein. Donc, dans Ineffaçable, il y a un événement qui va concerner sa fille, et puis on a tout le suivi en fait après dans Meurt mon ange de l'évolution en fait de sa relation à sa fille, etc. Et puis voilà, là on atteint l'apothéose pour pas divulgacher, comme on dit, l'apothéose Mhm. dans les enfants du serpent, quoi. Mais en tout cas, que ce soit dans les 3 livres, il est vraiment pas épargné, mon pauvre Carole, hein, que je lui en fais voir ouais, de toutes les couleurs. Et c'est une question qui revient très très souvent, et à mon avis il y a débat, parce que j'ai vu des réponses passer dans le Ah, chat. Est-ce qu'on peut lire les ouvrages de la série de manière indépendante? Tu parlais des titres oui, ici. J'ai vu oui dans le chat, et moi j'ai envie de dire oui. non. Parce que, en fait, il y a cette évolution, ce personnage. Personnellement, quand un personnage revient, moi j'aime bien d'avoir le début, puis que ça évolue. Alors on Mm. peut lire de manière indépendante, mais je crois que vous perdriez un petit quelque chose, quand même. Donc il y a moyen, et puis en même temps, c'est peut-être dommage aussi. Comment tu verrais les choses? Tu conseillerais quoi aux gens qui nous écoutent? Je dirais exactement comme toi. On peut tout à fait les lire dans le désordre. Il y a des tas de lecteurs qui l'ont fait et voilà, ça les a pas plus perturbés que ça. Mais on va perdre l'histoire personnelle en fait de Carole, quand même un personnage que j'ai beaucoup travaillé. On va vraiment perdre donc, je crois un petit quelque chose en plus que si on lit les 3 volumes dans l'ordre. Par contre, ce que je dis aussi quand les lecteurs viennent me voir en salon, c'est qu'à un moment, s'ils sont pas du tout tentés par un polar qui se passe à Bruxelles, c'est pas grave, ils peuvent tout de suite passer à Meurt mon ange qui se passe à Amsterdam en Indonésie. Voilà, j'ai des lecteurs qui me disent non, non, moi vraiment, Bruxelles, ça m'intéresse pas, je préfère lire un polar qui se passe en Indonésie. En plus, j'y étais, j'ai été à Bali, donc où j'ai un coup de cœur pour la couverture ou pour le titre. Je leur dis, mais allez-y, vous comprendrez tout à fait l'histoire, l'enquête, etc. Mais j'ai aussi beaucoup de lecteurs qui me disent qu'ils préfèrent voilà, commencer quand c'est le même enquêteur et qu'il y a une évolution vraiment du personnage. Ils me disent, je préfère commencer par Ineffaçable et quelque part, je dirais que c'est tant mieux, quoi. Et dernière petite question sur Karel Jacobs. Tu verrais Oui. qui pour l'interpréter au cinéma ou sur Netflix? T'as une idée? À fond. Ah, Non, j'imagine bien Mathias Schoenaerts, mais voilà, je ne sais pas si les Français le connaissent, notre Mathias Schoenaerts. Il joue dans de Rouillé d'os, par exemple, avec pardon, oh, Marion Cotillard. mhm. Je le vois bien parce qu'en plus, il a la belgitude, quoi. Je le vois bien, ouais. Grand, blond, les yeux bleus, c'est Carole. Et petit message Ah, si on de... peut rêver. Eh ben évidemment qu'on peut rêver, on est dans la boîte. Et Ah, ce serait malheureux ok, si alors. ici on ne peut pas rêver. Alors franchement, Magali Collet Je- nous dit Les Enfants du Serpent est un livre Ah, qui reste longtemps en tête après la lecture. Il est merci très Magali. difficile d'enchaîner avec un autre livre. Je suis d'accord. Et c'est vrai que Magali, elle met toujours les retours. Moi, ça m'a beaucoup touché quand elle a mis son avis sur ton livre. Ah, bah, moi Parce aussi, hein. que, mais j'imagine. Et donc, vous pouvez les Ah oui. revoir sur. Allez rajouter Magali, allez voir, je crois que sur Babelio et autres, tu as dû mettre ça aussi. Allez voir, mais c'est aussi incroyable quand quelqu'un d'aussi doué que Magali dit ça. J'imagine que Ah ça oui. ne te laisse pas indifférente. Alors pas du tout. Surtout qu'en plus, moi, je suis en admiration devant Magali. Elle le sait. J'ai tout de suite été amoureuse de sa plume. J'ai découvert la cave aux poupées quand elle l'a sortie. Et waouh, quoi. Et depuis, je lis tout Magali Collet. Et voilà. Et j'aime profondément Magali Collet, aussi bien d'un point de vue littéraire que d'un point de vue humain. Question de Raphaël qui nous dit Je sais que Clarence aime l'ethnologie ou l'anthropologie, mais Oui. pourquoi avoir choisi cette histoire, ces lieux? On va évidemment en parler tout de suite après. Des enfants du serpent, pourquoi avoir Oui, choisi ou en général les enfants du les serpent? enfants du serpent. Oui. Euh, alors, à la base, j'avais découvert un lieu à Bruxelles que je ne vais pas dévoiler ce soir parce que sinon je vais dévoiler voilà, une partie de l'histoire. Un lieu à Bruxelles qui est totalement méconnu, mais tout le monde passe tout près tout le temps. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens,
je me pencherais bien sur l'histoire de ce lieu, etc., voir un petit peu à quoi il a servi. Et j'ai découvert que ce lieu avait eu un lien avec la République démocratique du Congo, donc aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins, hein. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal d'écrire un Bruxelles-Congo. On a un passé commun avec le Congo, ça peut être intéressant d'exploiter ça. Et en faisant des recherches, et puis je voulais aussi travailler le thème de la maternité. Donc je me suis dit, tiens, le thème de la maternité, j'avais très envie de confronter la maternité voilà, d'une adolescente qui n'avait pas envie d'être maman, mais qui était obligée, qui était tombée enceinte, voilà, et de confronter l'histoire de cette adolescente à une adolescente en Afrique qui, elle, voilà, par contre, ne savait plus avoir de bébé. Et de fil en aiguille, je me suis penchée sur la question de la maternité en Afrique, etc. Et la maternité aussi, en termes presque dans cette région de l'Afrique, maternité presque en termes d'obligation. Donc on est vraiment femme si on sait faire en gros, si on sait faire des bébés. Donc le but d'une femme, c'est vraiment de se marier, de faire des enfants, parce que les enfants, c'est la richesse en fait là-bas en République démocratique du Congo. Et donc une adolescente qui grandit en sachant qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants, je me suis demandé mais comment elle va réussir à accepter en fait cela. Et de fil en aiguille, je n'ai pas découvert parce que j'étais déjà au courant, mais je me suis plongée dans cette problématique de société qui est les viols, je ne vais pas dire systématiques, mais les viols qui sont monnaie courante dans la région dite Kivu, donc en République démocratique du Congo, du côté de la frontière avec le Rwanda, de ces viols qui sont perpétrés par des milices, etc. Tout ça, ça va être lié à une volonté de s'emparer de mines de coltan. Vous savez, le coltan, c'est une matière, c'est le nouvel or. En fait, c'est la matière dont on a besoin pour fabriquer nos GSM et nos ordinateurs portables. Donc, je me suis lancée dans toute une problématique sociétale qui concernait la région du Kivu en Afrique. Mais à la base, je suis vraiment partie tout simplement d'un lieu qui existe à Bruxelles. C'est mon esprit qui a dérivé vers le Congo. Et finalement, l'histoire de Gloria et Fiona, l'histoire de ce massacre va devenir centrale en fait dans le livre. Donc l'enquête à Bruxelles n'est pas en reste, hein, mais l'histoire qui se passe en Afrique dans le livre est quand même très forte. Alors, par contre, et c'est important de le dire, c'est sans entrer dans un livre de géopolitique, parce que tu décris en filigrane des conflits, les pratiques de guerre, tu en parlais à l'instant. Oui. Pour tes recherches, est-ce que tu t'es basé sur des témoignages, sur autre chose? Est-ce que tu as pris contact avec des rescapés? Les arracheurs sont-ils inspirés d'êtres existants? Ou est-ce qu'il y a une part de fiction dans tout ça? Tu as fait comment tes recherches? Alors, effectivement, et ça, j'insiste bien dessus, ce n'est pas un essai de géopolitique. Je continue d'écrire du thriller et du polar, même s'il y a toujours chez moi un fond social, un fond culturel. L'autre fois, j'ai vu que j'avais une critique complètement pourrie sur Babelio de quelqu'un qui avait lu La Parole du chacal et qui râlait parce que finalement, j'effleurais la pensée de Gon et que finalement... d'après ce que je comprenais, le monsieur, il n'avait pas eu son compte point de vue culture Dogon. Pourtant, c'est déjà assez approfondi. Il disait les passages de Marcel Griaule, ce sont juste des extraits. Finalement, limite, on n'a pas l'entièreté. Enfin, il était scandalisé. Je rappelle, j'écris du polar et du thriller. C'est important, je crois, de le rappeler. J'écris de la fiction aussi. Donc, non, la milice des arracheurs n'a jamais existé. Je l'ai inventée.
Mais par contre, il existe des tas de milices, mais vraiment des tas, des tas, des tas, des tas. Alors il y en a qui sont de plus grande envergure et qui font beaucoup parler d'elles dans les journaux. Il y en a des plus petites. Et il y a souvent l'armée, des soldats de l'armée officielle qui vont être impliqués dans ces milices, qui vont retourner leur veste. Mais et ces milices possèdent aussi souvent une signature. On va signer ces crimes, mais par contre, une milice comme les arracheurs, qui arrachent systématiquement les yeux des maris, ça je l'ai inventé de toutes pièces. Et sinon, pour les recherches, oui, évidemment, je me suis documentée. J'ai lu notamment l'ouvrage du docteur Denis Mukwege, L'homme qui répare les femmes, qui est un gynécologue qui voue en fait sa vie à la cause féminine en République démocratique du Congo et qui a guéri et soigné des milliers et des milliers de femmes là-bas. J'ai lu son livre qui s'appelle La force des femmes, que je vous conseille, mais alors là, à 10 000%. Je pense que cette lecture-là, on n'en sort vraiment pas indemne, en fait, parce que là, on est dans la documentation, on est dans la réalité des choses, on est dans le combat de ce gynécologue. Chez moi, on est du côté de la fiction. Et sinon, ce que j'ai consulté encore plein d'articles, d'ouvrages, etc. Mais sinon, j'ai aussi visionné un documentaire. Je vous conseille aussi de le voir. Ce documentaire s'appelle L'Empire du silence. Il était réalisé par Thierry Michel. Et il parle de ces presque 30 ans de guerre qui ont lieu en République démocratique du Congo, à l'est, toujours dans la région du Kivu. Donc, comme je disais, depuis presque 30 ans, dans un silence international quasi absolu. Donc, c'est un documentaire qui est vraiment très très précis. Donc Thierry Michel connaît extrêmement bien son sujet. Il avait d'ailleurs aussi réalisé un autre documentaire qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, et donc lui qui concerne vraiment le travail et le combat du docteur Mukwege. Son documentaire L'Empire du silence. J'ai été le voir à Bruxelles, dans le quartier de Matongué d'ailleurs. Il était diffusé au cinéma Le Vendôme. J'ai été le voir pendant que je faisais mes recherches et que j'étais en pleine écriture des Enfants du Serpent. Je me suis assise dans la salle de cinéma. Je dois préciser que je suis très mauvais public. Quand je vois un film ou un documentaire, je pleure pas vite, je rigole pas vite. Voilà, je suis pas bon public, je l'avoue. Je me suis assise, j'ai vu les premières minutes, j'ai commencé à pleurer. Je crois que 2 heures après, quand le documentaire s'est terminé, j'étais toujours en train de pleurer, quoi. Toujours. Je crois que j'ai jamais vu des images aussi, aussi tristes en fait, aussi dures et aussi tristes que dans ce documentaire. Et il y a un personnage qui découle de tout ça, et on va pas en parler, on va vous laisser le découvrir, parce que j'ai envie, sauf si t'as envie d'en dire un mot. Qui Mais découle, on n'est pas oui, obligé. on n'est pas obligé, mais je crois que je crois pas. Pour moi, c'est le plus beau personnage que j'ai créé, que j'ai inventé. Mais il y a déjà des lecteurs qui ont fait le rapprochement avec le docteur Mukwege. Alors, pour mon histoire, j'avais absolument besoin d'un médecin, soit de chirurgien, alors encore mieux d'un gynécologue. Je me suis dit, tout le monde va faire le rapprochement, mais j'en avais besoin puisque je voulais parler de maternité. C'était inévitable. Et ce personnage, voilà, fatalement, on va faire le rapprochement. Maintenant, ce n'est pas du tout le docteur Mukwege. Il ne lui ressemble pas forcément physiquement. D'ailleurs, il est barbu. Le docteur Mukwege est resté, il est fils de pasteur, il est resté très croyant. Mon Jonas, il n'est plus croyant. Il est sur le chemin de la rédemption. Il a manqué de courage à un moment dans sa vie, ce qui a fait qu'il a perdu sa femme. Et la seule chose qui compte pour lui, c'est de sauver un maximum de vies pour se racheter auprès de sa femme disparue, en fait. Donc, ils n'ont pas la même vie. Alors, il y a quelques traits en commun. Ils ont tous les deux habité Bruxelles à un moment. Voilà, ils sont tous les deux gynécologues de la région du Kivu, mais Jonas a son identité propre.
Alors je vous rassure, je note toutes vos questions. Il y a une longue file, mais c'est pas grave, on va y Voilà. arriver. Oui, mais oui, c'est ça, Clarence, qu'est-ce que tu veux? En journalisme, il y a une règle, je sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous expliquer ça en 2 mots, même pas. On parle de la règle du mort kilomètre. Alors, en quelques mots, ça veut dire que c'est un principe suivant lequel les informations ont plus ou moins d'importance suivant la proximité qu'elles ont avec, en l'occurrence, le lecteur, puisqu'on est dans les livres. Ça peut être géographique, temporel, affectif ou socioculturel, socioprofessionnel, tout ça. On pourrait croire que le sujet du livre est lointain quand on t'entend en parler comme ça et quand on voit certaines choses, mais c'est pas aussi simple, j'ai l'impression, et j'ai envie de dire, est-ce qu'on serait pas un peu tous concernés? C'est ça aussi un des messages du livre? C'est bien vu parce que c'est effectivement un des messages du livre et ce message, il est présent en filigrane pendant tout le livre. D'abord parce qu'on retrouve un homme énucléé dans les rues de Matongué, donc vraiment en plein Bruxelles. Et cet homme, même si Fred pense que c'est dû à un règlement de compte entre gangs, on suit vite la vie de Carole. Il y a quelque Fred, chose. ton personnage, hein, pas moi. Pas Quoique, toi, non, non. peut-être que je l'ai cru aussi, va savoir. Mais Oui. quelle idée d'appeler un Euh, personnage Fred, sincèrement. Oui, et donc ce personnage est fatalement lié à ce qui s'est passé lors du massacre de Mumia en 2012. Ça veut dire que finalement, eh bien, parfois dans les rues de Bruxelles, vous allez, voilà, enfin à Bruxelles en tout cas, on peut finalement retrouver les conséquences de ce qui peut se passer à 5, 10 000, 15 000 kilomètres. Hein. Donc ça, il y a déjà un petit message qui passe en filigrane. Et puis, à un moment, mais c'est difficile, j'ai pas envie de spoiler, hein, mais à un moment, c'est vrai que le lecteur, j'ai un personnage et les lecteurs vont être confrontés à un choix avec lui. Donc un choix de sauver des vies, mais et il va être face à ce choix en fait de proximité. C'est aussi un thème que j'ai voulu que j'ai vraiment voulu exploiter dans ce livre, c'est la valeur d'une vie humaine en fait. Peu importe, peu importe la vie humaine, peu importe l'origine de cette vie humaine, peu importe qu'elle soit culturellement ou pas proche de nous. Donc c'est bien vu, Fred. Mais c'est bien vu, Clarence, parce que c'est un sujet super intéressant et on peut se dire, ok, c'est loin, alors ça me concerne pas. Ici, mais Oui, tu le disais, hein, avec des petits objets là comme ça, et ceux qui nous permettent d'être en live ce soir, ben, on se sent concerné, qu'on le veuille ou non, et c'est vraiment intéressant. Pour ce livre, tu as travaillé avec René Manzor, alors tu en parlais, tu oui, en avais déjà parlé la dernière fois où tu es passé oui. dans la boîte. Ça t'a apporté quoi cette collaboration avec René? Tu veux nous en dire un mot? Je sais que c'est une question qui revient souvent aussi dans l'esprit des gens qui nous Ça, écoutent. ouais. Alors ça m'a apporté beaucoup. J'ai toujours voulu m'améliorer, vraiment de livre en livre. Et, euh, et René a réussi à pointer mes forces et mes faiblesses. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Alors, j'exerce un autre métier à côté du métier d'enseignant. Dont je parle moins et que j'exerce depuis plus de 10 ans, mais en fait, je suis conseillère qualité, je suis qualiticienne. Et pour moi, quelqu'un qui met en avant ou qui pointe mes forces et mes faiblesses, qui me dit voilà, ça ce sont tes forces, tu vas les développer à mort, c'est hyper important, continue comme ça. Et en même temps, qui me dit et là par contre, tu as tendance à faire ci, tu as tel tic, tu as ça, il y a tel défaut, là. Donc ça il faudrait rectifier, qui en plus m'explique le pourquoi du comment. Je trouve ça tout à fait génial, quoi. Donc oui, René m'a aidé du grand aide. Et alors pour le petit scoop, puisqu'on est dans la boîte, on va quand même dire, c'est lui en fait qui a trouvé le titre du livre. Je n'avais pas choisi ce titre-là à la base. Et à un moment, il m'a dit très franchement, oh non, mais ton titre, là, il m'a souligné Les Enfants du Serpent, et il m'a dit, ça, c'est un bon titre, c'est un chouette titre. Je crois qu'on en a même plus vraiment reparlé ensemble, mais je lui ai fait confiance en fait. Mm. Des Et je belles crois qu'il avait rencontres raison. humaines aussi.
Ah oui, en au-delà de ça. plus humainement, ben c'est un amour, hein, René. C'est une très belle personne, oui. Dans ton avant-propos, tu utilises une phrase qu'on voit passer un peu partout depuis une semaine, elle résonne. N'oubliez pas que Ah tout le ouais. monde est capable d'amour, même les pires ordures. C'est... Alors évidemment, j'ai envie de te demander d'où vient cette phrase, et ça rejoint un des commentaires, c'était pas une Ouais. question, mais un commentaire, et il est super important, de Raphaël. Pour le moment, on parle beaucoup d'horreur, de violence, mais il y a aussi de Mhm. l'amour dans ce livre. Elle vient d'où cette phrase qu'on voit un peu partout? Il a raison, Raphaël. Euh, Pendant toute cette période d'écriture, j'ai été confrontée à des témoignages, même si je ne les ai pas recueillis directement. J'ai visionné L'Empire du silence. J'ai lu ce livre du docteur Mukwege, d'autres livres encore qui parlent d'ailleurs du docteur Mukwege par moments. Et il y a un moment où on se dit mais c'est pas possible en fait. C'est ce que je suis en train de lire, c'est juste l'horreur absolue, c'est inhumain. Et euh, et je me suis dit si je veux garder la foi en fait en l'humanité, si je veux me dire que la vie continue d'être belle, il faut absolument que je me dise qu'il y a une lumière en chacun de nous, même minuscule, même toute petite, mais il le faut en fait, parce que je suis en train de lire des choses, enfin, c'est à vous faire perdre foi en l'être humain. Et ces deux phrases, hein, tout le monde est capable d'aimer, même les pires ordures, en fait, c'est quelque chose que je me suis répétée comme un mantra, en fait. Je me suis dit, allez, tout le monde est capable d'aimer même les pires ordures. Mais mes personnages, ils ont été travaillés de cette manière-là aussi, en fait. Mes personnages, même ceux qui paraissent les plus ignobles, en fait, les plus abjects dans mon livre, il y a toujours une part d'amour chez eux. Il y a toujours un moment où ils ont été guidés par amour, en fait. Donc, mais parfois, l'amour les pousse à commettre des choses horribles et abjectes. Parfois, l'amour dans ce livre les pousse à accomplir des choses très belles. Il y a les deux en fait dans ce livre. Donc, c'est un livre oui, qui est vraiment profondément humain. Mm. Alors j'ai vu passer beaucoup de commentaires comme ça, et je sais pas, je voudrais ton avis. Tu utilises des personnages féminins, ça on l'a compris, elles Oui. sont face aux pires tourments, elles font face la plupart du temps. Est-ce que c'est un Mm. livre avec une volonté féministe selon toi? Parce que j'ai vu passer Ah, beaucoup de commentaires qui parlaient de ça, et ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. c'est intéressant comme question. J'ai vu dans un des retours de lecture que quelqu'un utilisait le mot, voilà, que ça pouvait être un livre avec un côté féministe. Je n'ai pas du tout conçu mon livre par une volonté quelconque féministe, en fait. Mais alors, pas du tout, du tout. Évidemment que le thème est grave, il touche les femmes, il touche le corps des femmes. Le thème principal, c'est quand même le corps des femmes comme arme de guerre au Congo, en fait. Hein. Donc, fatalement, il va y avoir un côté, on peut ressentir un côté féministe dans ce livre, mais par contre, je parle finalement plus d'hommes. Il y a plus d'hommes dans mon livre. Toutes les femmes ne sont pas tout à fait victimes, tous les hommes ne sont pas toujours tout à fait bourreaux, et il y a quand même des hommes dans ce livre qui vouent leur vie à des femmes ou qui prennent des risques pour sauver des femmes qu'ils aiment en fait. Donc je pense que ce livre, c'est sûrement un hommage aux femmes de là-bas qui souffrent et qui doivent se reconstruire, mais c'est aussi un hommage aux hommes qui les aident, aux hommes qui militent pour elles, aux hommes qui leur vouent leur vie en fait et qui les soutiennent quoi. Mon personnage de Jonas est comme ça, et je crois que ce livre, c'est aussi un hommage à tous les Jonas du monde, en fait. Je crois qu'il ne faut pas aussi négliger les hommes qui soutiennent les femmes, tout simplement. Mm. Tu es sorti de ce livre, de l'écriture de ce livre, changé, j'ai l'impression. En quoi? Ah Qu'est-ce oui. qui a Je... changé? Qu'est-ce qu'il y a
Je pense que je suis sortie de l'écriture de ce livre changée parce que explorer un thème pareil, créer des personnages, leur faire vivre des choses épouvantables, hein, on peut le dire comme ça, belles aussi hein, par moments, mais surtout épouvantables, pas, ça ne laisse pas indemne. En même temps, à titre personnel, je vivais aussi des choses qui étaient très très lourdes, qui étaient très très compliquées. Et ce livre a été écrit pendant la période certainement la plus triste de ma vie. Et je pense que ça se ressent en fait émotionnellement dans le livre. Je pense que quand on vit aussi des choses qui sont très difficiles et qu'on est en plein processus d'écriture, fatalement les sentiments vont être décuplés. Et les lecteurs aussi, ils en sortent changés, j'ai l'impression. En tout cas, tous ceux que j'ai croisés me disent la même chose. Qu'aimerais-tu qu'on retienne de ce roman après avoir découvert l'histoire? J'aimerais peut-être qu'on retienne que des femmes qui souffrent comme Gloria et Fiona, il y en a encore là-bas à l'heure actuelle, en fait, que le combat n'est pas fini. Et que la situation en fait sur place là-bas, etc., là d'un niveau géopolitique est ultra complexe. Alors c'est clair qu'à notre niveau on ne sait pas faire grand-chose, mais peut-être déjà prendre un minimum conscience de ce qui se passe, en tout cas être au courant. C'est déjà pas mal parce qu'en fait, ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand je parlais du thème de ce livre, déjà à mes compatriotes belges, quasiment personne n'était au courant de ce qui se passait au Kivu. Donc, et pourtant, le docteur Mukwege était prix Nobel. Il a déjà parlé de la situation de ces femmes, de cette utilisation du corps des femmes et des fillettes comme armes de guerre là-bas. Et malgré tout, chez nous, alors qu'on a un passé commun avec la RDC, il y a déjà pas énormément de gens qui sont au courant. En France, en fait, encore moins. Et je trouve ça... Enfin, je serais déjà contente que les gens me lisent et soient au courant. Donc, c'est un thème qui n'était pas facile à développer aussi sous la forme d'un thriller. Et c'était une réelle prise de risque. Mais je suis quand même contente d'avoir pris le risque parce que jusqu'ici, les lecteurs me disent je savais pas, j'étais pas au courant, je suis choquée. Ça manque dans les cours d'histoire. C'est d'une tristesse, etc. Exactement. On parle d'autres guerres en ce moment, mais pas de celle-là, alors que ça fait presque 30 ans, ce qui est quand même fort. Et là, on est de nouveau dans cette notion de proximité journalistique dont tu parlais tout à l'heure. Alors, je vais pas moi, Clarence Spitz, avec mon petit thriller refaire le monde. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, je suis persuadée qu'il y a des tas de gens qui ne vont jamais lire le livre du docteur Mukwege ou un essai géopolitique qui parle de la RDC. J'en ai lu, moi, pour écrire ce livre. Mais par contre, je pense que ces gens liront un polar dans le train ou sur la plage. Et je me dis que si j'ai pu les informer sur le sujet, eh bien, c'est déjà quelque chose pour moi, de réussir, de gagner, quoi. Tu as mis combien de temps pour écrire ce livre? Alors c'était une question, j'ai perdu de qui. C'était de Yacine qui demandait ça. Merci Yacine. C'est difficilement quantifiable parce que, alors je ne l'ai pas sorti en 2022. J'aurais dû le sortir en 2022. J'ai pas réussi pour des raisons de nouveau personnelles et puis parce que j'ai eu besoin de faire beaucoup de pauses pendant l'écriture. Et à un moment, j'arrivais plus, en fait, c'était plus possible. Je devais reprendre mon souffle, je devais m'éloigner un moment, en fait, de l'écriture et de ce sujet tellement grave. Je devais arrêter aussi mes recherches. C'était éprouvant, en fait. C'était vraiment éprouvant à écrire Les Enfants du Serpent. Mais par contre, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup historiquement, géographiquement, humainement, éthiquement. J'ai appris énormément. Mais je ne pourrais pas dire combien de temps j'ai mis à l'écrire vu que j'ai fait plein de pauses. Mais voilà, pauses comprises, corrections comprises, etc. J'ai dû mettre près de 2 ans.
J'ai jamais mis autant de temps à écrire un livre, hein. Alors, on a parlé du titre, merci René, et Oui. pourquoi cette couverture? Est-ce que tu veux dire un mot du travail de Marie? Toujours exceptionnel, évidemment. Ah oui, notre bonne Qui fée fait beaucoup Marie, hein. parler, et Oli Olibois demande pourquoi C'est cette vrai? couverture. Oui, Ah. Alors cette couverture, on va mettre quelqu'un d'autre à l'honneur, on va mettre Nathalie Van Der Beest, avec qui j'ai dîné et elle a corrigé ce roman. Et on discutait de la cover. Je disais, je vois pas du tout ce que je vais pouvoir demander à Marie comme cover, parce que Marie, on lui donne des éléments, on lui donne ses idées, quelques images pour l'atmosphère, etc. Et puis après, elle nous sort une couverture génialissime. Et elle me dit, pourquoi tu partirais pas lors j'imagine bien un berceau. Et puis voilà, on a fait un petit brainstorming. Et puis il y a d'autres bouquins avec des berceaux en fait. Et puis je me suis dit, oui, mais ce serait pas mal justement comme à la base, je voulais travailler le contraste entre la maternité ici en Europe d'une adolescente qui ne voulait pas tomber enceinte et donc devenir mère et la non-maternité d'une adolescente au Kivu. Pourquoi je me suis dit tiens je n'imaginerais pas un berceau avec une partie justement très très propre, très un petit peu à l'américaine avec le petit mobile qui pend avec voilà un truc vraiment comme on imagine les landaux et les couffins comme on les imagine ou on les voit un peu dans les séries américaines un petit peu too much comme ça avec des froufrous partout et que ce berceau serait mis en miroir avec un autre berceau qui lui serait détruit par une bombe ou par des armes enfin donc on a continué à brainstormer et puis Marie nous a imaginé ce magnifique lit pour enfants qui qui est d'abord, comme je le disais, très joli, très propre, et puis qui est ravagé par les désastres de la guerre. et Et puis alors, tu m'as parlé du titre. le titre, si tu veux en dire un mot, mais c'était donc avec René, la discussion. Parce que j'ai encore quelques questions, je vois, Ok, évidemment, qui intéressent tout le monde. J'ai un dernier truc à dire. Je vais vous ressortir ma bête vanne. Je l'avais fait il y a très longtemps. Pour ceux qui d'accord. me suivent depuis très 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 longtemps, Ok. je peux pas te dire ce qui va se passer pour ce livre. Moi, si tu me demandes mon avis, je lui souhaite des prix, vraiment, parce qu'il le mérite. Merci Fred. Mais en attendant ça, je t'offre le primordial. Parce que, pour moi, et ceux qui s'en souviennent savent que j'avais fait un bandeau primordial, mais en vérité, je le souhaite vraiment à ce livre. Il faut que vous l'ayez dans vos bibliothèques. C'est vraiment un livre exceptionnel. Merci Mais infiniment. pour les personnes qui veulent te découvrir, par exemple, Just Sabine, qui n'a pas encore eu l'occasion, elle demande, afin de découvrir ton univers, est-ce que c'est par celui-là que tu conseilles de commencer ou par un autre de tes livres? Je pense que La parole du chacal est mon livre le plus fort, clairement. Les deux autres, Ineffaçable et Meurt mon ange, abordent aussi des thèmes de société, mais pas des thèmes de société. Oh, ils sont forts aussi, mais ils le sont peut-être pas autant. Euh, Dans Ineffaçable, je vais aborder le Bruxelles post-attentat, Bruxelles dans tous ses dysfonctionnements, le thème de la liberté d'expression, la multiculturalité à Bruxelles. J'aborde quand même des thèmes aussi assez forts. On va suivre la vie d'une gamine de 17 ans qui est mineure émancipée, par exemple, qui vit à Molenbeek. On va suivre des enfants d'un foyer. Donc, oui, j'aborde quand même des thèmes assez rudes et assez difficiles, mais le ton reste quand même plus léger que dans Les Enfants du Serpent. Il y a aussi pas mal de touches, d'humour, parce qu'un polar qui se passe à Bruxelles, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait un peu d'humour à la belge. Dans Meurt mon ange, là, je vais aborder d'autres thèmes, comme le thème de la corruption policière en Indonésie, mais c'est peut-être un thème qui va moins nous toucher, même s'il est important. Le thème aussi
de la mort et du deuil. Donc, comment est-ce que l'on vit la mort et le deuil chez nous, ici, en Occident, et comment on va le vivre dans un autre peuple indonésien, par exemple. Donc là, je vais travailler le rapport à la mort. Ici, les enfants du serpent, le thème est, je pense, est encore plus marquant et encore plus fort. En tout cas, c'est ce que me disent les premiers lecteurs. Alors, je vais répondre un peu comme je l'ai fait aux lecteurs qui viennent me voir en salon et qui ne me connaissent pas. Si vraiment vous êtes ultra tenté par les enfants du serpent, allez-y, foncez dessus, vous comprendrez l'histoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les deux précédents. Si vous voulez suivre l'évolution de Carol de Jacobs, il vaut mieux commencer par Ineffaçable. Et Muriel nous dit, oui, Parole du chacal en 1, tu vois, ça c'est tranché. Mais... C'est encore un autre, lui, oui. Alors, question traditionnelle ici, avant de te laisser le mot de la fin. Quels sont tes projets? Et en lien, parce que j'ai de bons informateurs, je déconne, je te suis un petit peu. Agrippine demandait, est-ce que les autres livres dont tu viens de parler sont sortis en poche? Ils ne sont pas sortis en poche, mais ils vont sortir en poche aux éditions Folio. Donc le premier qui sortira... Ah non, je ne peux pas encore trop le dire à mon avis. Il sera bientôt annoncé. Voilà. Mais suivez voilà, les réseaux c'est sociaux. fait. Mais ils sortiront. En fait, les trois sortiront aux éditions Folio, les trois Carol Jacobs, oui. D'autres projets dont tu as envie de nous parler? Et sinon, j'ai un projet de roman jeunesse. Donc j'ai un roman adolescent qui va sortir aux éditions Ozu aussi en 2024, et ce sera un thriller fantastique. Donc là, je suis en train d'écrire, je suis à fond dedans, à fond dans mon thriller fantastique pour ados. Et on va s'enfermer pour écrire parce qu'il y a du boulot. Mine Et de rien. on va s'enfermer pour écrire. Ben oui. On va s'auto-séquestrer On dans va une cabane dans les s'auto-séquestrer. Ardennes pour avoir la paix et écrire, parce que c'est pas évident de conjuguer l'écriture, le boulot, mes ados à moi. C'était une question d'Anita, ça, qui demandait comment tu arrivais à jongler avec tout ça. Ah, c'est difficile, c'est pour ça qu'en début d'interview, je disais que j'étais heureuse mais épuisée. Mais jusqu'ici, voilà, jusqu'ici, j'y arrive, mais ça devient, je l'avoue, de plus en plus compliqué. Je vois Zut qui insiste. Est-ce que Michel Dufresne a enfin lu ton livre? C'est la question qui revient. Oui, dans le j'ai rien chat. compris de ce qui m'arrivait. Parce qu'en fait, j'étais en train de donner cours. Donc, je suis en train de donner cours, je suis à ma pause. Il faut imaginer, je dois vite aller changer mon disque et tout, à 10 minutes à pied, à Bruxelles, à Koekelberg, Molenbeek. Enfin, j'étais en train de presque courir dans les rues de Molenbeek. Et puis, tout d'un coup, je vois que je suis... voilà, que je suis taguée, que ça sonne de partout, et puis je me dis, mais j'ai rien compris en fait. J'ai même pas cherché à savoir qui avait fait ça, parce que j'ai trouvé ça mignon. Donc je me suis dit, c'est touchant, c'était peut-être maladroit de la part des gens et tout, mais d'un autre côté, c'est mignon, c'est touchant. Et puis ceux qui l'ont fait, j'ai pas envie de les mettre forcément mal à l'aise ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc ouais, j'ai été touchée quand même. Hein. C'était chouette, ouais. Vraiment beaucoup d'engouement. Je te remercie, c'est pour ce genre de moment que je fais cette émission et je vois que vous avez passé un excellent moment aussi. Je te laisse Merci, évidemment le mot de la fin avant de faire un petit tour du côté de l'agenda de la semaine prochaine et puis on part en raid, on va rester dans l'actualité, Okay. on va aller voir Mathéouche, j'ai envie, je vais vous préparer ça, mais que souhaites-tu nous dire pour conclure? Je ne sais plus le quantième c'est de passage dans la boîte, mais je crois que tu as une carte de fidélité, ça c'est sûr. Oui, Que je crois veux-tu que nous j'ai dire? une carte de fidélité. Mais c'est toujours très agréable de passer ici dans la boîte, que je reviendrai avec plaisir, que avant ça, je vais donc séquestrer Fred dans un chalet isolé dans les Ardennes pour l'obliger aussi à écrire, parce qu'en fait, je rêve que Fred organise sa propre boîte avec son prochain roman. Et donc, je propose que vous commenciez à le harceler de tous les côtés à chaque émission en MP sur Facebook pour qu'il écrive en fait et qu'il nous sorte son prochain roman, hein, qui en plus s'annonce quand même pas mal. Hein.
Pas mal, on est d'accord. Ouais, ouais. Moi, je m'amuse beaucoup. Je en crois tout cas. que oui, il s'amuse beaucoup et il a bien raison et on reconnaît la patte de Fred et bref, On a il faut qu'il besoin termine de ce bouquin. rire. On a besoin de rire. Mobilisez-vous, réclamez-le. Et donc, on va s'enfermer, on va écrire. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas 2 émissions le jeudi, parce que je serai séquestré. Prenez de mes nouvelles quand même de temps en temps. Je sais même pas s'il y aura du réseau, tiens, ça va être drôle. Tout ça pour dire merci beaucoup, je souhaite le meilleur à ce livre, à toi tu le sais. Merci infiniment. Et on va essayer que cette merci séquestration se passe bien et que nos projets avancent. Merci beaucoup, je vous l'ai promis. Merci à tous d'être venus et d'avoir écouté. Bonne soirée Clarence, à très bientôt. À toi Fred. À bientôt, bye bye.